Alors sur cette photo, j'ai 6 ans 3 quarts. Et le 3 quarts à cet âge-là, comme vous vous en souvenez peut-être, ça compte. Et c'est une photo à laquelle j'aime bien référer. Enfin, je l'ai retrouvée il y a quelques années en fouillant comme ça dans des vieux cartons pour me demander si 30 ans plus tard, j'ai trahi ou pas la petite fille que j'étais à l'époque. C'est un âge auquel je me caractérise par deux choses. D'abord, je lis compulsivement. Et là, j'ai entre les mains mon premier coup de foudre littéraire, Charlie à la chocolaterie, de Roald Dahl. Je ne sais pas si je suis la seule dans la salle, mais c'est un livre qui m'a marqué et qui a marqué toute une génération d'enfants un peu partout dans le monde. Et puis, je ne supporte pas la contrainte, et notamment la contrainte vestimentaire. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, mais à l'époque, je me trimballe tout le temps avec des petits shorts à élastique que ma mère tricote, parce que c'est à peu près le seul vêtement que je tolère. Je suis pieds nus la plupart du temps, comme sur la photo. Et puis, je suis tout le temps flanquée avec des animaux. Là, en fait, je suis dans une roulotte qui est tractée par un cheval, Paléo, 800 kilos de nonchalance et de tendresse que mon frère, ma sœur et moi apprenions à connaître le temps d'un voyage. Et puis je suis aussi accompagnée d'Igor. Igor, c'était notre chien, le premier chien de ma vie. Le quatrième est pas très loin, dans une salle derrière. Il s'appelle Quito et il continue de m'accompagner un peu partout, comme Igor à cette époque. Cette photo, c'est donc un de mes premiers souvenirs d'une vie en mouvement avec les animaux. C'est un âge auquel je pense encore qu'on peut mener toutes les vies. Pour moi, ça ne fait pas de doute qu'on peut à la fois être Roald Dahl, raconter des histoires extraordinaires, emmener les gens dans des chocolateries fantastiques par l'imagination, qu'on peut être Jane Goodall, parce que j'avais vu un reportage qui m'avait absolument fascinée, et moi aussi, je voulais devenir primatologue. Qu'on peut jouer du Bach devant une grande salle de concert. J'étais fascinée par la musique classique, et c'est l'âge auquel j'ai réclamé un violon. Et qu'on peut aussi prendre le départ d'une course aux Jeux Olympiques et faire le marathon comme Paula Radcliffe, cette marathonienne anglaise qui avait des mimiques assez impressionnantes quand elle courait. Il y a beaucoup d'adultes autour de moi à cette époque dont j'ai l'impression qu'ils ont un peu renoncé à ces rêves, qu'ils sont un peu grillés, un peu ternes, très préoccupés par des questions matérielles. Et moi, le matériel, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a un seul objet dont je me souviens auquel j'étais très attachée, qui était un globe terrestre lumineux, vous en avez peut-être eu, que j'avais posé à côté de mon lit, et je m'en servais pour projeter des rêves d'ailleurs. Je faisais tourner comme ça. Et puis, il me servait aussi à lire en cachette, bien après l'heure du coucher théorique. Je pense que mes parents étaient au courant, mais ils laissaient faire. Je crois que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on avait deux droits imprescriptibles. Le droit de se salir et de rêver. Alors on passait notre temps pieds nus avec des chiens, des chevaux, à construire des cabanes, à bouquiner ou à peindre un peu partout avec de la gouache ou d'autres types de peintures. Après, comme nous tous, j'ai subi un processus de domestication par l'école, par le travail, par toutes les institutions qui essayent de vous mettre dans les rangs. Comme j'étais plutôt zélée et curieuse, quand j'entreprenais quelque chose, j'aimais bien le faire à fond. Alors on me poussait souvent vers des voies de compétition. La musique classique, dont j'avais décidé d'étudier le violon, ce qui n'était pas du tout courant dans ma famille. Voilà, c'était à coup de baguette, il fallait travailler la technique, et on ne me demandait jamais pourquoi je voulais jouer de la musique, ce qui me motivait, ce qui m'émouvait dans la musique. Je me suis assez vite mis au sport, et puis je suis allée même jusqu'à une section sport-études au lycée, donc entraînement intensif. Et pareil, je faisais de la course de fond, mais ce qui m'intéressait dans le mouvement, c'était pas de passer la ligne d'arrivée en première finalement. Donc j'ai fini par arrêter à 17 ans, dégoûtée. L'école, bon, comme j'avais un appétit pour l'écriture, il fallait canaliser tout ça dans des formes. Voilà, la dissertation, 3 parties, tout ça. Et puis dans les études, le moment le plus critique peut-être, ça a été la classe prépa, où il fallait à tout prix avoir ses concours, et beaucoup d'entre vous doivent savoir de quoi je parle. Mais à aucun moment, on nous demandait on exaltait ou on stimulait notre imagination, notre force créative, c'était pas l'objet, et on ne nous demandait pas non plus pourquoi on voulait avoir ces concours. En tout cas, moi, on ne me l'a pas demandé à cet âge-là. Du coup, bon, je me conformais bon an, mal an, mais j'ai tout fait un peu là-dedans. Et puis surtout, à chaque étape, il fallait choisir. Il fallait choisir sa voie, choisir un monde. Est-ce que tu es une intellectuelle ou une sportive? Tu peux pas faire les deux, mais est-ce que tu es une scientifique ou une littéraire? Ah bah non, les deux, c'est pas possible. Moi, je voulais étudier la biologie, la littérature, la philo. Je voyais plein de ponts entre des questions de bioéthique, entre ces disciplines sur des questions de bioéthique, par exemple, assez jeune,
Mais ce n'était pas possible à l'époque de faire tout ça. Donc il fallait choisir toujours, parce qu'avoir des ambitions, c'était choisir un monde et s'y tenir. Ça, c'était assez douloureux pour moi. Mais heureusement, les voyages sont arrivés assez tôt dans ma vie, et j'ai trouvé là une fenêtre ouverte. Après la contemplation du globe terrestre, je suis passée à l'acte, et puis j'ai commencé jeune à voyager, seule, loin, souvent longtemps, accompagnée de chevaux. Sur cette photo, vous voyez Davaï, un petit cheval du Caucase, et puis sur celle-là, Éole et Zéphyr, deux chevaux tibétains qui m'ont accompagnée lors de l'expédition la plus longue que j'ai réalisée, l'année de mes 21 ans, une traversée du nord-ouest de la Chine jusqu'au sud-ouest de la Chine, entre le contrefort des Tian Shan, désert du Taklamakan, plateau tibétain, Yunnan, en autonomie. C'était une expérience assez radicale que je n'avais pas entreprise pour le défi, mais plus par curiosité, par désir de découverte. Et je me suis rendu compte durant cette expédition, on pourrait dire plus qu'un voyage, que j'avais besoin de mobiliser absolument tout ce qui me constituait. Aussi bien l'endurance physique que j'avais entraînée lors de nombreuses et nombreuses soirées de tour de piste et après-midi et matinée, qu'une certaine résistance mentale et puis des capacités intellectuelles, bien sûr, les langues étrangères, j'avais appris le mandarin, faculté d'analyse, des capacités relationnelles, être capable de passer aussi bien de la table d'un notable chinois à celle d'un berger, des compétences techniques, savoir faire des nœuds de marin pour arrimer les chevaux, et tout un tas d'autres choses. Donc être un caméléon n'était plus un problème. Tout d'un coup, toutes ces compétences faisaient sens et se complétaient. C'était une vraie force motrice en voyage. Alors il y a un objet qui caractérise bien mon approche du voyage. Vous voyez, c'est cette bête boussole, ce petit instrument léger, fiable, autonome, qui s'aligne sur le champ magnétique terrestre, qui vous indique le nord et tous les autres points cardinaux, et grâce auquel on peut, malgré tout, s'orienter. J'ai jamais utilisé vraiment de GPS, j'en ai eu un à l'époque, assez perfectionné, mais je m'en suis jamais trop servi, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une sorte d'éthique de sobriété et d'autonomie dans la boussole. La boussole n'a pas besoin de piles ni d'aucune source d'énergie. Elle ne vous lâche pas au milieu de la montagne dans un moment critique. Et puis il y a une poétique de la navigation à la boussole. On est là et il y a sans cesse un jeu entre la carte et le territoire, entre le terrain et la lecture qu'on fait. Et à dire vrai, on a aussi plus de chances de s'égarer. Aller avec un GPS, c'est quand même minimiser le risque de se perdre, maximiser sa trajectoire. Et alors que finalement, moi, en voyage, j'ai fait des rencontres extraordinaires, humaines ou animales, en acceptant parfois de me perdre un peu. J'ai donc continué à voyager à la boussole, mais aussi à mener comme ça le reste de ma vie, puisqu'il fallait travailler. J'ai choisi de travailler dans la coopération internationale, une manière de continuer de voyager, et j'ai toujours privilégié les opportunités professionnelles qui étaient des voyages en soi, plus que celles qui m'auraient assuré une ascension. Vous voyez, je n'étais pas très stratège dans le choix des opportunités, mais j'étais plutôt opportuniste. Je prenais ce qui me faisait rêver, vibrer, et où je voyais une opportunité, oui, de voyage. La seule fois où j'ai eu l'opportunité de vraiment m'installer dans une institution réputée à Paris avec un CDI, quelque chose de fiable, entre deux expatriations, j'ai refusé avant même de réfléchir. C'était plus fort que moi, c'était un instinct. Je ne pouvais pas me projeter dans ce bureau les 4 années qu'il aurait fallu au moins rester à Paris, ni dans une potentielle carrière ascensionnelle. Et là, c'est important pour moi de vous dire aussi que voilà, la liberté, c'est pas toujours quelque chose que l'on gagne glorieusement et en toute conscience. C'est aussi parfois des non-choix, des fuites en avant, des refus, des ruades, comme un cheval qui se défend. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis défendue de cette possibilité d'installation dans une vie peut-être trop rangée. Au lieu de quoi, je suis partie au Honduras avec un poste que l'on avait qualifié de couteau suisse. Ça consistait à travailler dans une toute petite ambassade. J'avais un contrat à durée déterminée et je pouvais aussi bien faire les cafés que me retrouver à une réunion politique de haut niveau, superviser des projets de coopération entre la France et le Honduras dans des domaines comme l'archéologie, l'épidémiologie,
Le mardi, avoir un déjeuner avec des hommes d'affaires français et le maire de la capitale économique du pays, dormir au Hilton, et puis le week-end, être dans la jungle, en train d'aller rencontrer des activistes Miskito, un peuple autochtone qui luttaient pour la préservation de leur territoire, ou aller leur rendre visite dans l'horrible Guantanamo du Honduras une fois qu'ils étaient incarcérés. C'était vraiment un boulot qui ne me permettait pas d'affiner une expertise précise qui m'aurait permis des avancements de carrière, mais en revanche, j'avais une vie assez romanesque que la petite fille dans sa roulotte là n'aurait sans doute pas renié. Et donc comme ça, pendant toutes ces années, j'ai finalement, peu à peu, j'avais aussi renoncé à l'idée d'être une grande scientifique, une intellectuelle, quelqu'un qui fait bouger les lignes d'une discipline ou une experte très pointue dans un domaine de niche, une sportive de haut niveau, une musicienne virtuose. Tout ça, j'y avais renoncé parce que ce parcours-là, il est aussi fait de renoncements. Mais pendant plus de 10 ans, comme ça, j'ai vécu entre les mondes, de la République démocratique du Congo au Honduras, du Rwanda à la Colombie, entre les mondes géographiques, entre les langues, la Chine aussi. J'ai navigué, j'ai augmenté ma connaissance des nœuds de marins à mesure que je voyageais avec des chevaux, parce que c'est très utile pour mettre des chevaux à la tâche un peu partout. J'ai appris à parer les chevaux, à ferrer les chevaux. J'étais capable de courir pas mal d'heures en montagne, parce que je continuais d'y consacrer du temps, et de me débrouiller en autonomie dans des massifs montagneux un peu exigeants, comme le Caucase. Finalement, j'étais bel et bien devenu un couteau suisse, et je continuais de naviguer comme ça avec ma petite boussole, au risque peut-être de m'égarer un peu parfois. Sauf que je ne me perdais jamais complètement, parce qu'entre-temps, il y a quelque chose qui était rentré dans ma vie en fait très tôt, dès les premiers voyages, c'est l'écriture. Dès mon premier grand voyage dans l'ouest de la Chine, je suis revenue avec des textes. Et en fait, à chaque expérience longue à l'étranger, je suis revenue avec des textes qui sont devenus soit des récits de voyage, soit des romans. En une douzaine d'années, comme ça, à l'étranger, j'ai publié 4 livres. Et je me suis rendu compte que le décalage permanent que j'avais avec tous les mondes que je traversais, que je côtoyais, que je fréquentais, mais auxquels j'appartenais jamais tout à fait, eh bien ça, c'était une véritable matière à l'écriture. Que ce statut d'éternelle étrangère, ce regard d'un peu en dehors, c'était un regard qui était propice à l'écriture. Donc au fil des ans, l'écriture est devenue, chaque livre est devenu un cap, comme ça dans ma vie, et l'écriture est devenue ma colonne vertébrale. C'est pourquoi en 2020, fin 2020, quand je suis rentrée en France, à un moment de ma vie où j'étais complètement paumée dans le brouillard, j'avais sans doute égaré ma boussole, je me suis remise à écrire. Ça a été une manière encore de me redonner un cap. Et cette fois-ci, je suis partie moins loin, au fin fond d'une vallée, dans les Pyrénées, où je vis toujours depuis. Et j'ai entrepris d'écrire un roman, mon 5e livre. Alors c'est une histoire d'ours, de bergers, de montagnes, de scientifiques aussi. Pour l'écrire, j'ai passé beaucoup de temps en immersion avec des bergers. J'ai appris à faire pas mal de soins en brebis, de sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de donner un coup de main à la transhumance au moment des agnelages, au moment où on pègue les brebis. Je suis allée aussi dans les traces de l'ours, avec des biologistes, des naturalistes, des experts. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment fonctionnait ce plantigrade. J'ai lu des thèses de biologie comportementale. Mais je me suis aussi beaucoup nourrie de poésie, parce que c'est important, quand on est romancier, la poésie. J'ai appris beaucoup de choses en matière d'ornithologie, de botanique, sur la faune des Pyrénées, la géologie, la vie des bergers. J'ai traîné aussi pas mal dans les cafés et les bars de village, parce que pour nourrir ces personnages, comme on dit quand on est romancier, c'est important cette matière-là, la vie quotidienne. En fait, plus que jamais, pour écrire ce roman, j'ai mobilisé mon aptitude à vivre entre les mondes. Je pouvais un matin être en train d'appeler mon éditeur pour parler de la construction, de la trame narrative de la première partie du roman, de la subjectivité de tel ou tel personnage, et puis l'après-midi être au bar avec un éleveur à parler de la transhumance à venir, ou alors à la ferme en train de filer un coup de main pour péguer les brebis, les marquer avec de la peinture. C'est un livre qui s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous ». C'est un livre qui m'a aidé à trouver ma place, celle de quelqu'un en mouvement, comme ça, qui navigue entre les mondes, qui peut travailler dans la coopération internationale, mais filer un coup de main à la ferme, et puis surtout quelqu'un qui écrit des histoires. Ce que j'aime dans l'écriture, plus que tout, c'est qu'on ne me demande pas de choisir.
Hein, mes éditeurs, quand on me parle d'un livre à venir, ils ne me demandent pas de choisir entre la science et la poésie, entre l'intime et l'universel, entre le plaisir du lecteur et l'exigence littéraire. Tout peut être matière pour un roman. Et puis être romancier, c'est aussi pouvoir continuer d'avoir des vies multiples, être 1000 personnages, être Mado, la vieille femme congolaise, l'article de la mort de mon premier roman, être Guilherme, l'ingénieur en construction qui construit un barrage dans mon second roman, être une bergère, être un éthologue, être un ours, être une rivière, être une montagne. Et pour se plonger dans toutes ces autres vies que la mienne, j'ai des guides merveilleux. Vous avez vu en photo Paléo, vous avez vu Zéphyr et Ol, plusieurs chevaux qui ont accompagné ma vie. La fréquentation des chevaux, je crois, était ma meilleure école d'écriture, parce que se mettre dans la peau de cet autre radical qu'est un animal, c'est un formidable exercice pour un romancier. Donc voilà, la petite fille de la roulotte, elle n'avait pas complètement tort. On peut vivre plein d'existences par la force de l'imagination. J'étais en train de penser à tout ça. L'autre fois, en marchant le long de la rivière, en Ariège, celle-là même, quand tout d'un coup, je l'ai vue. La lathrée clandestine, qui est cette plante qui surgit en bouquet mauve uniquement au printemps. Alors je me baladais avec Quito, il est là, vous le voyez brièvement à l'écran. La lathrée clandestine, en fait, c'est ça, c'est ces petits bouquets mauves qui surgissent en avril. Et je me suis souvenue de la manière dont m'en avait parlé Francis, mon ami berger, quand pour la première fois j'ai rencontré cette plante il y a 2 ans. Il m'avait expliqué que, en fait, c'est une plante qui n'en est pas tout à fait une, puisque une plante, elle se définit normalement par sa propension à produire son énergie par le mécanisme de la photosynthèse. Sauf que la lathrée clandestine, elle n'a pas de feuilles. Elle n'a qu'un réseau racinaire qu'elle plonge dans les racines des arbres hôtes, à partir desquels elle prélève un peu de sève et elle s'alimente. Et c'est donc chaque année, concomitamment à la montée de sève de ces arbres, qu'elle produit ces bouquets de fleurs mauves. Francis m'avait résumé la situation en me disant, en gros, c'est une plante champignon. Et c'était un jour où il faisait pas beau, j'étais un peu déprimée ce jour-là, et puis je l'ai regardé en pleine éclosion, et je me suis dit que ma vocation d'écrivain avait quelque chose à voir avec le destin de la lathrée clandestine. Cet être qui vit souterrain, sous la terre, une grande partie de l'année, qui se nourrit à partir d'autres vies, et c'est important de dire que la lathrée clandestine ne nuit pas aux arbres hôtes à partir desquels elle s'alimente, qui est mi-plante, mi-champignon, un être d'entre les mondes, en quelque sorte. Alors je l'ai regardé encore, et puis je me suis sentie réconfortée. Alors j'aimerais bien vous demander, cet après-midi, si vous aussi, il vous est déjà arrivé de vous être senti réconforté par une rencontre avec une plante, un champignon, une plante champignon ou un oiseau peut-être. Merci.